Vous écoutez Lire du dire, lire L'-I-R-E, lire comme colère, mais aussi comme force qui rassemble et qui dénonce, parce que la littérature est le langage du monde. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et je reçois aujourd'hui 2 auteurs en un. C'est merveilleux, je reçois Jean-Claude Liaudet, le psychanalyste, et Mathias Lerre, le poète. Je reçois donc Mathias Jean-Claude Lerre Liaudet. Il a publié une 30aine de recueils de poésie, des romans, des récits chez de nombreux éditeurs, et psychanalyste. Il a publié sous le nom de Jean-Claude Liaudet une 15aine d'essais traitant de psychanalyse et de politique, notamment Dolto expliqué aux parents, chez l'Archipel Édition, Le complexe du but ou la névrose libérale, chez Fayard, L'impasse narcissique du libéralisme chez Flammarion, et La névrose française, paru en 2012 chez Odile Jacob. Depuis longtemps, il se préoccupe du sort des auteurs aussi, c'est un autre aspect de son, en effet, oui. de son combat. Et il est membre de la SGDL. Il a notamment présidé aussi l'ancien SELF, syndicat des écrivains de langue française, était membre du comité de l'Union des écrivains. Alors, je le reçois aujourd'hui parce que nous évoquerons son activité de psychanalyste, mais aussi à travers son activité d'auteur. Ces 2 activités, la question du langage me semble cruciale. Mais je le reçois aussi pour qu'il évoque pour nous la condition des écrivains. D'accord. Et ce qui peut se passer au niveau des maisons d'édition aujourd'hui. Voilà, alors merci d'abord d'être avec moi. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Voilà. Et puis, on va commencer très fort, je pense, pour ouvrir cet entretien. Quel lien est-ce qu'on peut établir entre ces 2 polarités de l'emploi du langage, celui de l'analysant et celui de l'auteur ? Oui. Eh bien, le point commun, je pense, c'est lié à ce qu'on appelle la parole intérieure. Il y a des auteurs qui écrivent là-dessus, la parole intérieure ou la pensée intérieure, parce que c'est une parole qui ne s'articule pas forcément tout à fait. Alors, les gens, il y a un nom savant pour ça, endophasie, c'était qu'on parlait à l'intérieur de soi. Et en fait, cette parole intérieure, qui n'est pas forcément toujours verbalisée, elle occupe pratiquement tout notre temps. Dès qu'on ne communique pas avec quelqu'un, on est très souvent comme ça, en train de ruminer, de digérer, de remâcher, ou bien ce sont des paroles qu'on remâche pour se rappeler. Par exemple, je me souviens quand j'avais 3-4 ans que ma mère me demandait d'aller chercher une demi-livre de beurre. Je ne traverse pas la rue, heureusement. Eh bien, je répétais pendant tout le trajet, à l'intérieur, une demi-livre de beurre, pour m'en souvenir. Bon, c'est déjà une fonction de la pensée intérieure, de la langue intérieure. Mais parfois, elle n'est pas intentionnelle. Il y a des choses qui vous viennent comme ça. On ne sait pas trop d'où ça vient. Alors, je pense que les écrivains et les analysants, comme vous disiez, tous les 2 partent de cette langue intérieure. Alors, pour les écrivains, on parle souvent de gens qui écrivent en marchant. Le fait de marcher, il y a un rythme qui s'établit et puis il y a des choses qui viennent. Moi, personnellement, pour moi, surtout pour la poésie, écrire, ça consiste d'abord à écouter. Alors, j'écoute quoi ? J'ai l'impression que j'écoute une intention de parole, elle n'est pas forcément formulée, et puis ça arrive à se dire, alors je le transcris sur le papier. Donc j'ai l'impression que très souvent, on écrit à partir d'une langue, ce que j'appelle la langue intérieure. Et cette langue intérieure, on la retrouve aussi en psychanalyse, puisque c'est assez particulier la parole en psychanalyse. Vous êtes allongé face à une fenêtre, un tableau, il y a quelqu'un derrière vous que vous ne voyez pas, et au bout de quelque temps, il ne devient pas tout à fait réel. Alors on parle, on se parle, on parle à quelqu'un qui n'est pas là, et finalement, en association libre, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut dire tout ce qui vient. D'ailleurs, ça fait penser à une certaine écriture, les surréalistes avec l'écriture automatique. C'est très branché sur cette parole intérieure qui vient tout à trac comme elle vient, pas forcément
très juste grammaticalement, sauf qu'en général, l'écriture automatique des surréalistes, elle est très correcte. Hein. Il portait souvent une cravate, André Breton. Hein. Elle est très correcte quand même. Donc voilà, alors le patient se parle à lui-même et puis finalement, c'est sa parole intérieure qu'il exprime. Ça se retrouve aussi en littérature avec Joyce, hein, le courant de conscience. Hein, donc je pense que c'est vraiment très, très important, ça. Et est-ce que ça a certainement Lacan, quoi, qui disait que l'inconscient est structuré comme un langage. Oui. Ouais. Oui, je crois que on va peut-être y revenir, mais il n'y a pas d'inconscience sans langage. C'est au moment où on est happé par le langage qu'il y a de l'inconscient. Avant, il n'y en a pas. On est dans le tout et rien, on est dans une sorte de présent éternel. On est d'ailleurs... si on parle de Dolto, c'est possible. Je reviendrai sur le fait que on n'a pas un corps identifié quand on est tout petit bébé. La mère et soi, c'est tout mélangé. C'est tout mélangé. Par exemple, Dolto raconte que dans les fantasmes qu'elle reconstitue, hein, c'est pas dit, c'est qu'en fait, un bébé, il mange de la mère par la bouche. La mère traverse son corps, et la mère mange à l'autre côté, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est vrai que les excréments du bébé ne sont pas dégoûtants jusqu'à 1 an à peu près. Après, ça devient dégoûtant, mais c'est bon les odeurs d'excréments de bébé. Donc, la mère aussi, elle est un peu corporellement liée au bébé. Enfin, bon, là, peut-être que je m'éloigne, je sais pas. Non, pas du tout. Voilà. Et le stade, finalement, est-ce que le stade du miroir, quand on s'objective hors langage, ou est-ce que le langage permet une réelle objectivation, de dire je, quoi? Est-ce que ça passe par... Oui, c'est qu'il n'est pas seul, le bébé devant le miroir. En général, il est porté. Ouais. Et en fait... c'est aussi le regard de souvent la mère ou le père ou quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, le porteur qui lui dit c'est toi là. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Donc c'est toi et c'est toi, sachant que on dit bien hein, que en fait ce qu'on voit c'est une image, elle est à l'envers de nous. La gauche est à droite, la droite est à gauche. Donc déjà, on se reconnaît dans quelque chose qui n'est pas soi, hein, qui est une image. Mmh. Alors justement, est-ce qu'on peut pas lire un extrait de Dolto expliqué aux enfants? Si tu veux. Voilà. Est-ce que je peux lire l'Incipit? Vas-y. L'enfant est une personne. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il me paraît nécessaire d'exposer une première conviction de Françoise Dolto, qui a constitué pour elle un repère permanent pour écouter les enfants. Le psychanalyste n'est pas un éducateur. Dans l'exercice de son métier, Françoise Dolto s'est toujours interdit d'avoir un projet sur les enfants qu'elle soignait. En ce sens, elle a toujours clairement distingué son rôle de celui d'un parent. En tant que psychanalyste, le choix de vie d'un enfant ne la concernait pas. Que celui-ci préfère être bizarre, qu'il reste fou ou débile, de sexe incertain, peu lui importait s'il avait réussi à trouver un équilibre pour lui-même et dans les relations avec son milieu de vie. S'il fonctionnait bien, elle n'y trouvait rien à redire, elle respectait son choix. En ce sens, elle a pu déranger plus d'un parent. Car une mère ou un père ne peut s'empêcher d'avoir des projets sur sa descendance. Et l'on pourrait ajouter, il est heureux que le parent ne se prenne pas pour un psy. Son désir éducatif est essentiel pour l'enfant, à condition que ça ne l'empêche pas de reconnaître son enfant comme une personne indépendante de soi, faisant des choix qui ne sont pas les siens. Ce qui demande à tout parent de faire un travail sur soi, à la fois de renoncement et d'ouverture, toujours difficile et peut-être toujours à refaire. Cette absence de morale, au sens où il s'agirait de soumettre l'enfant à certaines valeurs, certains principes, de lui faire adopter certains comportements plutôt que d'autres, est à comprendre comme la mise en œuvre d'une morale supérieure, une éthique, la reconnaissance de l'enfant comme personne à part entière. Cette reconnaissance a 2 sources. Elle est d'abord au fondement du projet psychanalytique. Elle reflète également la vision de l'enfant pour laquelle Françoise Dolto a bataillé ferme, au risque parfois de faire scandale. Entre les deux, bien sûr, il n'y a pas l'ombre d'un hiatus.
Oui, en fait, c'est appliqué aux enfants l'attitude qu'on a vis-à-vis des adultes, hein, parce que finalement, c'est. Mais oui, l'enfant est une personne, c'est vraiment un point très important pour elle, oui, tout à fait. Et donc, justement, dans Dolto expliqué aux enfants, paru en 2018. Aux parents. Aux parents. Ça peut être aux enfants aussi, hein, ça Pourquoi serait oui. pas mal. Voilà. Aux parents, donc, paru à l'Archipel en 2018, tu fais un sort aux expressions. Oui. Comme mauvaise mère, par exemple. Oui, je cite, oui. Alors, ce qu'a dit Dolto sur la mauvaise mère, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise mère. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise mère. Alors, elle pousse toujours les choses un peu au bout. Hein. Si la mère n'a pas fausse coucher, comme elle dit, hein, c'est qu'elle a accepté l'enfant. Donc, il y a une mère, par définition, est bonne. Alors après, il se passe toute une série d'événements importants, des choses qui se passent même pendant la grossesse. Je pense un cas qu'elle cite où il est question d'un enfant qui, dès l'âge d'1 an, il est grand, il est adulte, il a des rôles sociaux à l'école maternelle et il est d'une froideur absolue avec sa mère. Et l'histoire, quand elle découvre l'histoire de cet enfant, Dolto découvre que la mère ne voulait pas d'enfant, a été mise enceinte malgré elle, et que pendant très longtemps, elle a refusé, et elle a commencé à accepter son enfant une fois qu'elle l'a vu qu'il était né. Mais toute cette non-relation qui s'est passée pendant la grossesse joue. C'est-à-dire que la relation entre mère et enfant, elle commence déjà. Alors c'est dur à dire, hein, parce que ça donne une responsabilité aux mères malgré tout, et ça existe depuis toujours. Mais par ailleurs, à côté de ces stéréotypes, elle a inventé aussi toute une série de concepts très importants, comme par exemple celle de l'image du cœur, inconsciente bien sûr. C'est une sorte de représentation inconsciente et imaginaire que l'on a de notre corps. Et pensant à ça, je pense par exemple à un patient qui me disait « Je me sens comme un poulet déplumé ». Il se voyait avec 2 grandes pattes, 2 jambes fortes, pas d'épaules, des petites ailes qui empêchent de voler. Voilà, donc c'est ça un peu. Alors là, c'est pas inconscient parce qu'il se faisait une représentation. Enfin, on a tous comme ça une façon complètement fantasmatique d'avoir des images du corps. Alors, pour reprendre ces expressions dont tu parlais tout à l'heure. Pour revenir sur le langage, elles n'empêchent pas l'individu d'être libre. Et ça façonne pas des images, des imagos sociétaux, comme ça, toutes ces attentes sociales. Et quand on correspond pas, évidemment, le langage sert quand même d'outil coercitif, quand même. Oui, mais j'ai envie de dire qu'il y a liberté et liberté. Ça dépend ce qu'on appelle liberté. Parce qu'aujourd'hui, on a une conception complètement décalée de la liberté. C'est-à-dire que la liberté, aujourd'hui, c'est la liberté de tout faire. C'est la liberté über alles, comme le disaient autant des nazis. Il y a quelque chose comme ça. La liberté au-dessus de tout. Et Dolto était tout à fait contre cette conception que j'estime être une conception néolibérale. Donc elle parlait beaucoup, alors c'est un mot qui fâche un peu, de castration. Elle parlait beaucoup de castration en disant que la castration c'est quelque chose qui fait, c'est une épreuve qui fait qu'on perd quelque chose, mais on y gagne quelque chose. Par exemple, la castration orale, pour elle, c'est le moment où la bouche du bébé est castrée, c'est coupé du sein. Parce que avant que ça soit fait, pour le bébé, le sein, ça fait partie de lui. D'ailleurs, c'est en partie vrai, parce qu'on sait bien que qui est-ce qui fait monter le lait d'une mère, c'est le bébé. Donc, voilà. Donc, il perd une sorte de toute-puissance, il perd un morceau de lui, mais du coup, comme il a plus la bouche prise par le tétin, il peut parler, il peut commencer à parler, parce qu'il y a une distance qui se crée entre lui et la mère. Et c'est ça, les castrations. C'est à chaque fois, on perd quelque chose pour gagner quelque chose. Alors que dans la conception de la liberté néolibérale, on faut tout avoir, etc. Donc, voilà, je crois que ça, c'est un point clé de Dolto, voilà, qui renvoie d'ailleurs à la critique du libéralisme que je fais dans mon complexe du but, où je me suis amusé à faire une psychanalyse du libéralisme. Donc la question qui se repose toujours pour nous tous, c'est comment perdre
la toute-puissance dans laquelle on est quand on est fœtus, peut-être, en tout cas quand on est dans l'indistinction, la toute-puissance. On pourrait dire qu'on est comme des dieux, et peut-être que l'image même du Dieu, elle vient de cette sorte de prévécu très très infantile où on a l'impression qu'on pourrait tout faire, que tout nous appartient, que le corps de l'autre c'est le nôtre, une sorte de chose de confusion complète comme ça, dont il faut sortir, et ça c'est douloureux, hein, puisqu'il faut qu'on perde des choses. Mais en même temps, un autre exemple de la castration. On parlait d'Olto, puis après Non, mais... je passe à... C'est ce qu'on appelle l'Oedipe. Elle disait la castration oedipienne. On perd sa mère, on perd le fait de pouvoir avoir une relation sexuelle avec sa mère, mais du coup, on gagne toutes les femmes du monde. Et puis on sort de la famille. Voilà. On perd quelque chose pour gagner. Et c'est dans cette logique-là que Dolto explique beaucoup le développement de l'enfant. Et renoncer à cette toute-puissance, est-ce que c'est ça, être libre finalement ? Non, parce que ça veut dire... Enfin, oui, c'est être libre, mais c'est une liberté à la Spinoza. Spinoza, pour lui, la liberté, c'est reconnaître les nécessités et évoluer dans les nécessités. C'est qu'on a un cadre, et dans ce cadre-là, on peut évoluer librement, mais le cadre, il existe. Hein, voilà. Et c'est également, certainement, permettre à la liberté des autres, oui, de s'épanouir. La liberté républicaine, elle est comme ça. La liberté libérale, c'est autre chose. Et on est vraiment, je dirais, depuis 30 ans à peu près, on est pris dans cette culture libérale. Et beaucoup de gens, on veut être... Même cette question du genre, hein, de l'indistinction des genres, pour moi, c'est un symptôme néolibéral aussi, puisque le mot d'ordre du libéralisme, c'est pas de limite, hein, pas de loi, sauf les lois qu'on édicte soi-même, puisque ça nous convient à nous, malgré les autres. Mais donc, c'est pas de limite, pas de loi. Voilà le mot d'ordre, si je puis dire, de la culture néolibérale dans laquelle on baigne aujourd'hui, c'est ça. Et donc, être d'un genre ou d'un autre, c'est quand même une limite à notre toute-puissance. On ne peut pas être homme et femme. C'est insupportable. C'est encore toujours cette logique de perdre quelque chose pour être quelque chose. Peut-être que, justement, les États... donne l'illusion aux gens de pouvoir être dans cette toute-puissance parce qu'eux le sont dans la toute-puissance. Alors ça, la question du pouvoir, c'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué parce qu'effectivement, pour émettre des lois, c'est la question de la souveraineté. Hein, pour émettre des lois, d'une certaine façon, il faudrait être au-dessus. Mais oui et non, parce que, alors je vais prendre un autre exemple, le père, le rôle classique du père, c'est bien de faire respecter la loi. Mais le père fait respecter la loi par son exemple. C'est-à-dire qu'il montre lui-même qu'il est soumis à la loi auquel il veut soumettre ses enfants. Donc, il n'est pas dans la toute-puissance. Oui. Au niveau de l'État, c'est quand même un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'en principe... Les responsables d'État sont quand même soumis à une constitution, il y a toute une série de lois qui, en principe, hein, c'est peut-être là que se fait la distinction entre le tyran et l'homme de pouvoir. Hein. Alors moi, j'aimerais bien, puisqu'on évoque le langage et qu'on a entendu quelques mots de Jean-Claude Liaudet, qu'on entend de la poésie de Mathias Lerre. Est-ce que tu voudrais bien nous lire quelques-uns de tes poèmes ? Que j'appelle... Ainsi, oui. Alors, je prends comme ça au hasard. Ça s'appelle « Ainsi soit-je », c'est publié à la Rumeur Libre. « Ainsi soit-je », voilà. Je marche, je comprends, je sens. Marcher consiste à déployer la Kundalini, non pas à mettre un pied devant l'autre dans une répétition idiote, au point que j'oublie souvent ma jambe, suspendue ou allège. Je regarde l'escalier, il s'agit de ne pas rater une marche. Marcher se fait à l'intérieur. Cela part du nœud au carrefour, du bassin juste au-dessus du sacrum, le naja levé dans les lombes. Attend le signe de volonté bien placé pour se déployer. Jusqu'à la nuque, c'est vers l'avant, son balancement léger qui donne à marcher. Les jambes suivent aussi. La marche est intérieure et peut durer infiniment, autant qu'un mouvement d'astre en va et vient dans la cadence cosmique, car ce flux d'énergie n'a pas de fin, le rythme en est le dessin.
Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et c'est Lire du Dire, émission littéraire. Je reçois aujourd'hui Mathias Lerre et Jean-Claude Liaudet. Mais c'est le même homme qui est là. Mathias, presque. Ah ouais, c'est intéressant. Donc, un magnifique poème. Et c'est du mouvement. Le langage devient mouvement, il est dans sa dimension illocutoire, finalement, c'est ça qu'on perçoit. Oui, oui, peut-être, oui. Il y a du rythme, il y a de la véhémence aussi, je trouve. Et puis, il y a ce que j'appelle du galimatias. Ouais. Alors, le galimatias, c'est ma langue. C'est-à-dire que je crois que j'aimais, mais je me souviens des premières publications que j'ai faites, j'avais honte. J'ai envoyé ça en me disant vraiment c'est du galimatia. J'avais capté ce qui était sorti comme ça. J'étais pas sûr. Et puis ça a été pris. Alors du coup j'ai continué. Et ça a fait d'ailleurs un poème feuilleton dans la revue des Charges il y a longtemps. Puisque comme la première partie est sortie, donc j'ai continué à réécrire. Et ça fait un recueil plus tard qui s'appelle Accord perdu. Accord en un seul mot. Alors, et justement, moi j'ai une question à propos de la langue maternelle. Oui. Et qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'une langue finalement maternelle modèle l'inconscient ? Est-ce que ou est-ce que c'est l'inconscient finalement qui modèle la langue ? Parce qu'on fait de la psycholinguistique, oui. C'est intéressant ça, oui. De voir comment les langues flexionnelles, est-ce que ça reflète l'inconscient d'un peuple et des individus ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, l'inconscient et le langage vont ensemble. C'est-à-dire que tant qu'on ne parle pas, on n'a pas d'inconscient. Et l'inconscient, il reste inconscient. Ce qui en sort, c'est forcément quelque chose qui est langagé, d'où la formule de Lacan, c'est-à-dire que l'inconscient est structuré comme un langage. Donc, l'inconscient, c'est un effet du langage. Donc, ça veut dire qu'il a une syntaxe ? Oui et non. Non, mais quand ça sort, oui, ça se met. Ça sort en syntaxe. Ça se syntaxe. Puisque quand ça sort, c'est du langage. On n'a pas d'autre accès à l'inconscient que le langage. Et d'ailleurs, et c'est très important de parler, parce que un des effets du langage dans la psychanalyse, j'y reviens, c'est que ce qui n'est pas parlé, ce qui n'est pas énoncé, ce qui n'est pas dit, c'est comme si ça n'existait pas. Ou alors ça donne des sensations troubles, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas identifier. Nous sommes avant tout des êtres de langage, et notre inconscient, il est pris il est pris. Enfin, quand on y accède, ou quand il passe au conscient, mais il le passe par le langage. Voilà ce que je peux dire de ça. Et l'hypnose, en fait, alors, c'est surtout des images et des sensations. Quand les théories, les thérapies qui font appel à l'hypnose, là, on sort du langage. Ah non, on parle. Non. On parle, et vous avez par exemple, le rêve éveillé, c'est des moments d'extrême relaxation, mais on n'est pas dans un état de sommeil, on est dans un état de relaxation profonde, et on parle. C'est-à-dire que dans le rêve éveillé, rêve éveillé, ça consiste à essayer on propose d'une image de départ, et la personne associe, voit des images, mais elle les parle, ces images. Il y a toujours du langage. En hypnose aussi, il y a du langage. Et finalement, qu'est-ce qui agit dans l'analyse, alors, à travers le langage ? Qu'est-ce qui est agissant Oui, alors, ce qui agit, c'est plutôt la relation. Quand vous êtes... t'es couché, t'es tout seul, t'as quelqu'un derrière toi qui parle rarement, pas beaucoup, souvent pas beaucoup, dans une sorte d'état un peu spécial. Alors, c'est pas de l'hypnose, mais on se relaxe quand même. On est allongé, on bouge pas. Et j'ai oublié la question que tu posais. Mais qu'est-ce qui est agissant finalement dans l'appropriation de son histoire à travers le langage ? Parce que dans cette relation qui est curieuse, eh bien, cette relation, on va la vivre comme on vit d'habitude nos relations. Et nos relations, on les vit sur le modèle des premières relations qu'on a eues quand on était enfant, qui nous ont structurés d'une certaine façon. Donc on vit, voilà. Et ça, on va le ressortir. On va rentrer dans le même type de relation, mais il n'y a pas d'interlocuteur qui répond à ça. Donc il vous conforte pas là-dedans. Et du coup, on se dit, oui, mais pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi
pourquoi, je ne sais pas quel exemple donner, pourquoi je tiens à rendre service à mon analyste, que je veux l'aider, que je l'aime beaucoup. C'est vrai, mon papa, j'ai 40 ans, il a 60 ans, mais je m'en occupe encore, et puis on fait des tas de choses ensemble. Mhm. Bon, dans cet exemple-là, ce qui se révélerait, ce serait une relation un peu incestueuse au père, quoi, par exemple. Voilà. Donc, c'est le revécu des relations. C'est ça l'essentiel. C'est le transfert, C'est ce qu'on appelle le transfert. Tu peux expliquer aux auditeurs, transfert, c'est la relation affective, finalement. Et le contre-transfert. Les émois qu'on a vécus, qui nous ont structurés, on se répète, on vit souvent les mêmes. On les vit à propos de l'analyse, mais selon l'analyse, on ne va pas se prendre dedans et on va être forcé de les décortiquer à un moment, de se rendre compte. Le contre-transfert, alors du côté de l'analyse, l'analyse fait des contre-transferts, il fait des transferts aussi. Ah ouais. Le contre-transfert, c'est la réaction à ce que vit le patient, l'analysant. Par contre, il transfère aussi, c'est-à-dire que lui-même, il vit aussi, il projette sur l'autre des émois qui sont liés à son vécu. Mais en principe, s'il a été analysé, il se rend compte de ce qu'il transfère, donc il contrôle ça. Et est-ce que les analystes, les psychanalystes, les gens qui pratiquent la thérapie sont obligés de faire des bilans réguliers avec des collègues, de reprendre des analyses? Ça se fait souvent, oui. On appelle ça des contrôles. Oui, on va parler à un autre analyste je sais pas. Je sais pas si tu as vu la série. Comment ça s'appelle, en psychothérapie sur Arte? Non, j'ai pas vu, elle est bien. Elle est superbe, elle est vraiment très très bien. Et on voit ça, par exemple, l'analyste va voir un collègue analyste pour dire, voilà, avec telle personne, j'ai tel problème, j'arrive pas à débroussailler, je réagis trop, ou je l'aime trop. Dans l'exemple de la série, c'est un analyste qui aime trop son analysante. Voilà, c'est des choses qui arrivent, paraît-il, beaucoup dans le fantasme des analysantes. Hélas, parfois ça arrive. Et alors, tu as écrit des romans, oui. Tu as écrit de la poésie, oui. Tu as aussi écrit des essais, mais dans cet emploi de la langue dans la littérature, oui. Est-ce que le langage est employé de la même manière? Est-ce que la langue fait sens, fait système et fonctionne pareil dans le poème ou le roman? Non, je dirais que dans le poème, on est plus proche de processus primaire, c'est-à-dire que l'énergie sort de façon directe. Le mot a beaucoup plus d'importance. On est plus branché sur la pulsion, je dirais. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la poésie. Alors que la prose serait plus liée à une énergie contrôlée, socialisée. On dit souvent que les poèmes sont incompréhensibles. Quand je lis les miens, parfois, je me dis, mais... Bon, voilà, on est à la limite de la compréhension, c'est pas bien socialisé, alors que dans la prose, encore que. J'aurais envie de vous lire un petit morceau où la prose est quand même... ça fait une différence. Je vais vous lire les deux. Oui. Alors, un petit coup de poésie encore, c'est autre chose. C'est un recueil qui est publié au Grand Tétras, atelier du Grand Tétras. Un monsieur qui vit très loin, dans la Drôme, je crois, qui imprime, qui fait tout seul. Très beaux livres. Qui fait de très beaux livres. Ah, oui. Alors, j'ai publié chez lui un livre qui s'appelle « Écrire avec Thelonious », parce que j'adore Thelonious Monk, et à un moment donné, j'ai trouvé que le côté diffracté de sa musique, et je trouvais que le côté diffracté de mon écriture avait peut-être à voir avec Monk que j'écoute depuis que j'ai 15 ans, quoi. Alors voilà, un petit morceau, puis après je vous lirai un morceau de roman, c'est quand même différent. Voilà. Alors, écrire avec Thelonious. À plat les doigts, en spatule, de canard ça se fait pas, en marteau, sur les touches il faut, n'empêche, je pleure entre les notes de quel bonheur, confondu, je me souviens longtemps, j'ai dit écrire comme Thelonious, dans la brisure des mots, assonance et fêlure d'un mois bombardé, on se relevait d'une victoire, arrachée à quelques millions de morts près, plus parchemin et savon sans compter les carpettes de pure chevelure. Le plancher des mots brisés, on n'avait plus où marcher, de bloc en bloc dans les décombres, en faire d'exquises étranges skis très bebop. La réalité le voulait, sauf à mentir il fallait, dans les lignes, c'est vide sans fond, que ça respire, les trilles au-dessus du sens concassé. Parce que je pense que le bebop, c'est après la guerre de 45 que ça paraît. Et je pense que il y a un rapport entre ce côté...
très dissonant qui apparaît avec Monk et les bebop. Et puis peut-être bien la guerre. Moi, je pense qu'il y a un lien. Alors, un roman où il est quand même un peu question de psychanalyse, ça s'appelle Aucune histoire jamais. C'est un dialogue entre deux personnes, on ne sait pas qui c'est, et puis un vieux. Alors le vieux, peut-être que ça serait un psychanalyste justement, mais ça peut être aussi un éditeur parce que il veut absolument que la narration de l'autre soit parfaite. Il veut qu'il raconte son histoire et l'autre ne veut pas raconter son histoire. Parce que s'il raconte son histoire, eh ben, il est pris dans quelque chose, il aurait une identité figée, donc il ne veut pas. Alors là, c'est l'introduction du roman. Donc c'est le narrateur, on pourrait dire, qui parle du vieux. Faut faire l'histoire, il me dit, ou la refaire. Il faut des personnages, une situation de départ et une crise, des tensions, de la bagarre et de la douleur, quelques jouissances aussi, pour arriver au dénouement, à l'issue. L'exit en lettres lumineuses au fond de la salle, désormais obscure, en émergencie ou pas, mais toujours. Pour reposer en paix, pendant que la mémoire s'amenuise, de la langue de l'un à l'encorné d'un autre, quelques mots dits et puis s'envolent. L'histoire singulière, dit-il, fondatrice, sans quoi rien que tripette, ectoplasme sans nom. Pas de racines pour les doigts de pied de la tribu, pas de canopée pour couronner au ciel. L'histoire donne un état, une situation, un être ou être, donc exclut les extases fumeuses, pas d'existence, mais une essence, en quoi brûler à petit feu dans les lampes de la consécration. Donc, sans attendre, l'histoire. Pas question de raconter des histoires, de nous embarquer dans 1001, d'où sortir tout désorienté. La vraie, la seule, pour ainsi dire, scientifique, pathétique, unique et instructive, commençons. On situera l'action au mois d'août. C'est en même temps pour moi une critique sur le roman, parce que je trouve que le roman à histoire, ça fait un siècle qu'on n'en fait plus, on en fait encore, mais ça fait un siècle qu'on n'en fait plus. Voilà. Alors finalement, à lire les deux, je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence. Ah, il y a une différence. Et qu'est-ce que c'est que le narrateur finalement ? La fonction du narrateur. Alors, pour les auditeurs, c'est le narrateur, c'est celui qui raconte, et l'auteur n'est pas le narrateur. C'est intéressant, psychanalyse, ça. Oui. Derrière quoi on se cache là ? Alors, dans un roman qui n'est pas publié, qui est en recherche d'éditeur actuellement, alors je distingue le narrateur, l'auteur, le personnage, lequel personnage peut raconter une histoire. Et finalement, on s'y perd, quoi. Hein. Mais effectivement, et puis, il y a aussi la personne, l'auteur, le narrateur, parce que la personne et l'auteur, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Ce que j'écris, c'est pas forcément moi. Hein. Donc, l'écrivain en moi, c'est pas tout à fait moi. Enfin, c'est aussi moi, mais c'est qu'une partie de moi aussi. Autre chose que moi qui est moi, c'est tout l'univers de la fiction, c'est ça. Donc déjà, alors je reprends, la personne, l'auteur, le narrateur, qui crée des personnages, lesquels personnages peuvent aussi créer des... Voilà. Et donc c'est très très compliqué. Ce qui fait que dans mon dernier roman, à la fin, il y a un droit de réponse de personnages qui ne sont pas contents vis-à-vis du narrateur. Mais le narrateur dit, c'est pas moi, c'est l'auteur qui m'a dit de faire ça. C'est ça. Voilà. C'est tout un sac de nœuds dans lesquels il faut se retrouver. Moi, j'aime bien jouer avec tout ça. Alors, moi sur moi et le ça, il y aurait pas, on pourrait pas y coller des instances je sais pas, analytiques là-dedans. Je vois pas. Non, je vois pas. C'est un peu hasardeux. On va pas se lancer là-dedans du tout maintenant. Voilà. Et vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, Lire du Dire, émission littéraire, avec Mathias Lerre, poète, romancier, et Jean-Claude Liaudet, psychanalyste, essayiste, et voilà. Et il est là tout en un. C'est formidable. Alors, on évoquait tout ça, et j'aimerais toutes ces questions du langage, qui est essentiel. Oui. Et puis, aussi, une question importante, qui me tient à cœur particulièrement, c'est cette question des auteurs, voilà, de l'auteur. Qu'est-ce que c'est qu'être auteur ? Quels droits ont les auteurs ? Tu défends beaucoup les auteurs. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement ? Oui. Alors,
Et que dire là-dessus? Oui, j'ai finalement, au bout de quelques temps, je me suis dit, il faut que je milite quelque part. J'avais envie de... Et finalement, je me sens, dans les organisations politiques, je me sentais mal à l'aise. Puis je me suis dit, après tout, l'écriture, puisque c'est ça Mmh. qui te tient notamment. Donc j'ai commencé à... D'abord, j'ai créé un comité d'auteurs en lutte contre le racket de l'édition, s'il s'agissait de comptes d'auteurs. J'avais été un peu naïf, je m'étais laissé prendre à un compte d'auteur. Puis ensuite, j'ai suivi un certain nombre d'organisations que tu citais tout à l'heure, hein. Mmh. Donc le Calque, le Self, syndicat des écrivains de langue française. J'ai rejoint l'Union des écrivains qui avait été créée en mai 68. Et puis maintenant, je suis à la SGDL, c'est-à-dire la Société des gens de lettres, une vieille maison puisqu'elle a été créée en 1838 par des gens comme Victor Hugo, Dumas, etc., George Sand, pour qu'ils touchent leur picaillon, qui était, savoir que leur feuilleton était piraté par les journaux. À l'époque, il y avait... Chaque petite ville avait son journal et on mettait toujours un feuilleton comme aujourd'hui on met des séries, quoi. Voilà. Alors, à la GDL, on est encore en bagarre vis-à-vis des gros éditeurs surtout, sachant que je dirais qu'on peut distinguer les gros et les petits éditeurs. C'est pas du tout la même logique. Alors, vis-à-vis des gros, je dirais que faut se dire une chose, les écrits sont de la matière première qu'ils cherchent à acquérir au moindre coût. On est dans une logique vraiment industrielle. Et finalement, les négociations qui sont en cours encore là-dessus en ce moment, je reprends les points clés. Le montant des rémunérations des auteurs. La moyenne, alors je parle des gros éditeurs industriels, là, la moyenne c'est 8% de droits d'auteur, c'est-à-dire que pour un livre de 15 €, vous gagnez 1,2 €. Si vous vendez 1000 livres, ça vous fait 1200 €. Pour un livre que vous avez mis un an, pas à temps complet bien sûr, mais que vous avez mis un an à écrire. Il faut les vendre en plus déjà. Et en plus, bon, là c'est encore rien. Pour la jeunesse, c'est 4% de droits d'auteur. Et le numérique, n'en parlons pas. C'est-à-dire que les éditeurs cherchent à aligner le droit d'auteur du numérique sur le papier, alors que les coûts de fabrication sont très différents. On devrait toucher entre 30 et 50% de la vente en numérique. On est loin de les toucher. C'est ça. Et alors, la poésie, c'est pareil, 8%. Je vous en parle après, parce que la poésie, c'est les petits. On va tout mélanger. Donc, nous écoutons toujours avec... les gros. La grosse bagarre actuellement, c'est ce qui concerne la reddition des comptes. C'est-à-dire que, logiquement, selon la loi, un éditeur doit rendre compte des ventes et payer tous les ans. Or, il rend compte des ventes comme il veut. L'auteur n'a aucun moyen de contrôler les chiffres de vente. Donc, alors, parfois, je pense que vous avez des éditeurs qui sont honnêtes. Quand j'ai vendu mon Double Toit 50 000 exemplaires, j'espère que mon éditeur n'a pas vendu 100 000. Il était débutant, je crois qu'il a été honnête sur ce coup-là. Il n'y a pas moyen de vérifier. Non, alors ce qu'on voudrait, c'est soit vérifier, et c'est facile à vérifier. Il suffit d'informatiser toutes les caisses de librairie et on pourrait savoir au jour le jour, connaître le nombre de livres qui sont vendus. C'est facile à faire, mais le syndicat des éditeurs, Roching, c'est compliqué, etc. Idem pour ce qu'on appelle les sessions, les adaptations, les sessions en langue étrangère. On n'a pas de moyens de contrôle. Moi, j'ai entendu des histoires de collègues de livres qui étaient publiés en espagnol, en anglais, et l'auteur ne le savait pas. Voilà. Et alors, c'est un autre point qui est très important, c'est la durée de la session. D'habitude, un auteur cède ses droits d'exploitation jusqu'à 70 ans après sa mort. Comme si un éditeur exploitait un bouquin jusqu'à 70 ans après sa mort. Il ne le fait pas. Alors ça, c'est pour les gros. Mais chez les petits, je dirais c'est pire. C'est pire parce qu'on a affaire à des éditeurs, des amateurs, sympas, mais dépourvus de moyens. Et qui connaissent peut-être pas bien ce que c'est que l'édition. Donc, les contrats dont je parlais tout à l'heure, ils sont rares. Les rééditions de comptes sont rares. Le paiement de droits sont très, très, très rares. Alors, je dirais c'est une jungle sympa. On est tous amis. Il le faut bien. Mais on trouve à boire et à manger dans la petite édition. Souvent, ni à boire ni à manger. Mais j'en connais des petits. Ceux-là, je pourrais peut-être en parler. Isabelle Sauvage, un petit éditeur. J'ai la réédition de compte tous les ans. Ouais. J'ai un chèque de 12 €. S'ils vendent un exemplaire ou 3 exemplaires, 12 €, ça existe. Mais oui, j'en connais aussi, effectivement. Mais ils sont rares. J'en connais ils sont rares. Effectivement. Et
parler, peut-être expliquer à nos auditeurs ce que c'est que l'édition et les pratiques de l'auto-édition déguisée finalement. Voilà. Est-ce que quand on publie un livre, on doit payer quand on est auteur? Alors, il faut distinguer la vraie édition de la vraie édition. Votre œuvre, vous cédez le droit de l'exploiter à un éditeur. Et l'éditeur, en principe, il fabrique, il vend et surtout, il promeut, il diffuse, il vend. Surtout, le noyau du métier d'éditeur, c'est de promouvoir et de vendre. Voilà. Et tout ça à ses frais, bien sûr. Ce qui fait qu'il choisit, bien sûr, il choisit les textes qu'il édite. Il fait un pari, il pense que c'est un texte, selon lui, de qualité, qui va rencontrer un public. Le compte d'auteur, qui se pratique moins, maintenant, c'est un louage d'ouvrage. C'est qu'on paye un prestataire qui, en principe, se présente comme éditeur. C'est-à-dire qu'il doit fabriquer et vendre. En général, il a eu de l'argent pour fabriquer. Il va pas mettre jeter de l'argent par les fenêtres en essayant de vendre des livres qui sont souvent invendables parce qu'il ne choisit pas les textes. Et donc, il y a vraiment beaucoup de merde. Alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle pratique qui se situe entre les deux, grâce au numérique. C'est-à-dire qu'il est facile, avec le numérique, de faire le tirage, surtout quand la maquette est fournie et demandée à l'auteur. Donc, on fait un tirage en impression numérique. C'est rien du tout. Donc, alors, par contre, on vous dit, je vous publie gratuitement, mais si vous voulez... On pourrait peut-être corriger votre texte, ça vous coûtera pas cher. Vous voulez, on peut améliorer votre couverture, ça vous coûtera tant. On peut aussi booster votre livre, ça vous coûtera tant. Donc, la combine maintenant, c'est ça, c'est d'offrir une édition soi-disant gratuite, mais assortie de tout un nombre de services payants qui font que... et tout ça, ça finit par figurer sur Amazon, parce qu'ils disent qu'ils vous diffusent. Sur Amazon, vous êtes noyé dans une masse de milliers de titres, sans promotion, sans rien. Voilà, donc c'est l'auto-édition nouvelle mode. Ne vous laissez pas prendre par ça. Il y a également les éditeurs qui font peut-être pas tout ça, mais qui obligent les auteurs à acheter un nombre précis d'exemplaires. Oui, parmi les petits, on trouve toutes sortes d'arrangements. Oui, ça, il faut refuser. Un éditeur qui vous demande de faire la maquette, c'est pas normal, c'est à lui de le faire. Un éditeur qui vous paye en livre, ça arrive aussi, ça. On n'a pas de contrat, on s'entend, on est amis, je te donne 30 exemplaires et puis tu les vendras et comme ça, tu pourras te faire tes droits d'auteur. C'est pas normal non plus. En principe, c'est l'éditeur qui promeut, qui vend le bouquin. C'est pas l'auteur. Lui, l'auteur, il donne le texte. C'est tout. Alors, bien sûr, s'il y a des lectures qui sont organisées, des signatures, l'auteur y va. Mais ça aussi, en principe, c'est l'éditeur qui l'organise. Alors, malheureusement, dans la petite édition, c'est vrai, les éditeurs sont dépourvus de moyens. Donc ils ont souffert beaucoup. Ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Ils ont beaucoup souffert pendant les différents confinements, la fermeture des librairies. Il y en a pas mal qui ont aussi j'y crois pas. Non. Je crois parce que les ventes se font souvent sur le site. C'est vrai, il n'y a pas eu de foire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de foire au livre, de salon du livre. Et beaucoup de petits éditeurs vendent beaucoup dans les salons. Marché de la poésie, l'autre revue, il y a un salon du l'autre livre, ce genre. Et puis toute une série de salons et de manifestations en province, il y en a énormément, énormément. Qui sont très porteuses. Et alors heureusement qu'il existe ce moyen de faire connaître les livres pour les petits éditeurs, parce que les petits éditeurs, ils n'ont pas accès à les librairies. Alors ils n'ont pas accès parce que ils n'ont parfois pas de distributeur-diffuseur, ou alors un petit diffuseur pas très puissant, quoi. D'une part, et d'autre part, les petits éditeurs publient beaucoup de poésie, et la poésie, ça n'intéresse pas les libraires, ça ne se vend pas. Alors, est-ce que je peux te lire un extrait de « Après tout, même toi » d'Alda Merini, qui est une poétesse, grande voix de la poésie italienne, qui a disparu maintenant, et elle s'adresse à son psychanalyste. Alors voilà, Alda Merini, « Après tout, même toi ». Alors je le lirai en français, évidemment. Psychiatrie. Grand panorama d'amour que celui du psychiatre.
où il a une envie folle d'un jour qui ne viendra jamais parce que le jour du poète, si semblable à la folie, ne trouvera pas sa mesure dans l'éthique moderne. Il plane au loin et s'adresse au médecin qui parfois est son vigile pour sortir de l'enfer des sens qu'est la vie. Je crois que la folie est un profond lien d'amour et qu'elle s'associe volontairement à la pauvreté parce qu'elle croit, avec une grande sagesse, que la pauvreté est le véritable creuset de la vie. Vous écoutez Lire du Dire sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et je suis avec Mathias Lerre, poète, romancier, Jean-Claude Liaudet, essayiste et psychanalyste, et je suis avec Mathias Lerre Liaudet, ou Mathias Jean-Claude Lerre Liaudet, ou je suis avec, avec Mathias Lerre, moi je dis. Oui, je rattache les deux maintenant. Voilà. Tu t'es réuni. Je me suis réuni parce que pourquoi Mathias Lerre? C'est parce que quand j'étais analyste, j'ai arrêté depuis un bout de temps. Je voulais pas que mes patients lisent mes poèmes. Je trouve pas normal qu'un analyste livre comme ça. Et donc j'avais choisi ce nom. Et petit à petit, il a au cours des années, des dizaines d'années, il a pris la place de l'autre. Et finalement, je suis plus Mathias Lerre que Jean-Claude Liaudet aujourd'hui. Ouais. Et on parlait de littérature pour en revenir à la littérature et à la poésie. Est-ce que tu penses qu'elle agit finalement comme un discours, la langue littéraire ou poétique? Est-ce qu'on doit faire une différence dans ces emplois de la langue qui sont des emplois qui ouvrent justement à cette dimension illocutoire? Est-ce qu'elles agissent comme un discours analytique? Je pense pas. Non? Je pense pas. Je trouve qu'il y a trop de romanciers qui confondent la littérature et la cure analytique. Ils étalent leurs émois, ils donnent l'impression de faire des révélations fracassantes alors qu'ils font que répéter l'éternelle histoire. Ils se trompent de lieu, je pense, et leurs lecteurs aussi. Mais en même temps, ça veut dire que les gens qui écrivent comme ça leur histoire intime en essayant de faire un travail sur eux-mêmes et en essayant de révéler, de dire quelque chose d'important pour eux à d'autres, c'est gentil, je crois. Mais je pense que quand on a fait son ménage intérieur, ça se passe autrement. On ne se complaît pas dans les analyses de caractère, les histoires de résilience et tout ça. Ou alors, on reprend son histoire personnelle, mais pour resituer ça à un autre niveau, à un niveau universel ou lié à l'histoire plus complète. Voilà, je crois pas que l'écriture soit thérapeutique. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que je disais dans mon roman, là, durcir, clore son histoire personnelle dans un roman, l'enfermer, c'est s'enfermer dans une identité bloquée, alors que on change sans arrêt, on bouge sans arrêt. On n'est jamais ce qu'on a été et ce qu'on sera. Donc voilà. Donc moi je sais pas, mais j'apprécie pas trop les auteurs qui font des ouvrages thérapeutiques, psychothérapeutiques. Voilà. Enfin, c'est comme mon avis. Mais est-ce qu'ouvrir justement à cette transcendance de s'oublier, c'est pas s'oublier, mais peut-être qu'à travers soi-même, quand on laisse passer, on touche à une universalité. Absolument. Qui là vient non pas peut-être être thérapeutique, mais conforter, englober et unir et réunir et partager dans ce sens-là, cette humanité. Dans ce sens-là, oui, il n'y a rien de plus général et universel que notre intimité. J'entendais ça l'autre jour. Mais c'est l'art que tu viens de parler de l'art. Hein. Oui, comment dire, l'intimité, notre singularité, on peut l'utiliser si on comprend qu'elle est très universelle, que des tas de gens peuvent vivre la même chose. Alors. Mais donc, on sort du narcissisme, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, moi, j'ai envie de te demander, et maintenant, quel roman ou recueil, qu'est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris? Oui, ça. C'est une discipline. Tous les matins, j'écris. J'écris tous les matins, je prends mon petit déjeuner et je suis en robe de chambre et hop, je vais dans mon bureau, j'écris chez moi.
Et puis jusqu'à midi et demi, 1 heure, j'écris. Quoi que ce soit, j'en sors pas. C'est ma discipline absolue. Ouais, j'écris tous les jours. Alors du coup, j'ai trop de manuscrits. Entre ce qui est publié, ce qui est dans mes tiroirs, il y a plein de choses. Je me suis amusé à me faire une collection des impubliés lors de la dernière, le dernier confinement. J'ai une vingtaine de livres que j'ai fabriqués, qui sont des romans, etc. Alors pour l'instant, j'ai des manuscrits qui traînent à gauche, à droite. J'attends des réponses d'éditeurs. J'attends aussi, par exemple, l'Atelier du Grand Tétras, ça fait 2 ans qu'il doit sortir un livre, qui est d'ailleurs, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un récit, ça s'appelle Famille et Damnation, et je fictionne à partir de mon histoire familiale, mais qui est complètement transformée, c'est tout à fait autre chose. Voilà, oui. Est-ce que tu retravailles tes textes? Tu fais comment? Ou tu... Oh là là. Je dis oui, je dis oh là là, parce que bah oui, je les remâche, je les digère, je les réécris, et puis parfois quelque chose de non publié me fait écrire autre chose. J'ai un livre qui s'appelle Reste la forêt, là où je l'ai amené là. En fait, j'ai un autre livre sur les arbres qui n'a rien à voir, et puis donc j'en ai réécrit un autre qui est tout à fait différent, qui s'appelle Reste la forêt. Est-ce que je peux lire un peu d'extrait? Si tu veux, oui. Si tu veux. Tu peux commencer par le début. Ah voilà, on va commencer par le début. Il est paru chez qui? Sans escale, il y a les éditions. 2 ans, 3 ans. D'accord. 19. Voilà. Au début. Et donc celui-ci, tu l'as ouais. tiré de quelque chose d'autre. Et de toute façon, je remâche beaucoup. Ouais. Je remâche. Puis à un moment donné, je dis bon... tu peux lire par exemple le Alors, début. On va lire. C'est une histoire vraie, le début. Une histoire vraie, Reste la forêt. Qui est un hymne à la forêt, aux arbres. Cela commence ainsi. Il est devant moi, sur mon balcon du 10e étage. Je regarde plus loin, plus bas. J'ai rêvé longtemps d'avoir des ailes. J'avais la nostalgie des sensations retrouvées en rêve. Je suis à peine plus lourd que l'air. Je vogue sur les courants. Le moindre geste me fait changer de direction. Je monte, je plane, je virevolte d'une simple flexion de la main, et même pas. Il suffit d'un infime mouvement de ma volonté, de la seule intention de tendre ma paume. Et voilà que ma course se redresse alors que j'allais percuter la colline. Pour rêver ce bonheur, pour en éprouver si finement les sensations, si réalistes, il faut bien que je l'ai vécu. Je sais que si je saute, je tomberai comme une pierre. Bientôt réduit à une tache anonyme sur le macadam, une flaque brune, au milieu quelques restes de l'espèce, os et viande. Mais auparavant, 1 ou 2 secondes de vol. En chute libre. Presque. Rien de libre dans l'implacable appel de la gravité. J'en suis arrivée là, à cette tentation de fin de partie. Entre moi et le vide, le petit chêne que j'ai cueilli en forêt de Fontainebleau et que j'ai installé dans une balconnière. Il fait 30 centimètres, pas plus. Il lève obstinément ses bras au ciel. Ça ne se fait pas tout seul, mais au prix d'un effort victorieux. En guise de muscle, il joue de ses cellules qui se contractent à l'aine de la branche et s'allongent à son épaule. Mais à l'envers de chez nous, comme s'il avait planté sa tête dans le sol. Ses bras à lui ne tombent pas. Il s'élève. Il dresse chaque feuille à la lumière. Le chêne est animé d'un élan, il se tend, se lève au ciel, et voilà que je comprends la montée de sa sève. Je la sens dans mes veines, il me raconte comme il se hisse dans la vie. Que la vie est élévation. S'il vient d'acquérir tant de présence pour moi, si je devine les mouvements qui l'agitent, il n'y est pas pour rien. Il est un être à part entière, comme moi. D'autres m'ont ainsi parlé. Un simple caniche une fois, mais cet animal était encore trop proche de moi. Il me rappelait trop le désastre animal dont l'humain fait partie. Alors que l'arbre, c'est autre chose. Il me parle d'une autre vie qui, peut-être, ne serait pas condamnée.
Tout le malheur vient de notre enfermement, de notre identité recluse dans un sac de peau que nous appelons moi. Alors qu'un arbre est une collection d'arbres à lui seul, et il croît en terre comme au ciel, quand nous sommes condamnés à ramper à la surface du sol, sans connaître la terre, ni le ciel. Même les grottes, qui furent nos premiers temples, ne furent que des investigations de l'espace extérieur. Vous écoutez Lire du Dire sur Fréquence Paris Pluriel et je suis avec Mathias Lair et vous venez d'entendre un extrait de Reste la forêt paru aux éditions Sans Escale. Merci pour la lecture. Dans ta bouche, le texte est beau, je trouve. Parce que je pense qu'il est beau. Il est magnifique, effectivement. Ça dit tout de la forêt. Voilà. Et donc, eh bien, la littérature, est-ce que tu crois qu'il y a encore une place pour la littérature à notre époque, dans ce siècle qui ne commence pas, décidément, qui ne commence pas bien du tout? On fantasme beaucoup sur la place de la littérature, je crois. Rimbaud, il a quasiment rien publié. Donc Kafka non plus. Les surréalistes, ils publiaient des petites plaquettes confidentielles. On se fait une grande image de la littérature passée, alors qu'elle a commencé à exister quand tous ces gens-là sont morts. Alors peut-être que la littérature n'existerait qu'à titre posthume, je sais pas, là j'exagère un peu. J'exagère un peu. Mais enfin, déjà on a ce fantasme. Hier c'était mieux qu'aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Ceci dit, c'est sûr qu'il y a un danger parce que le capital aujourd'hui, depuis pas mal de temps, s'intéresse aux livres comme il s'intéresse aux vieux. C'est que maintenant les EHPAD sont privés et on tire du fric des vieux ou de leurs enfants souvent. Donc il y a à chaque fois qu'il y a quelque chose à exploiter, c'est exploité. Il est question en ce moment des histoires de rachat de Bolloré, d'Editis, etc. On est complètement là-dedans. Donc, on a, et on aura de plus en plus, je crois, une littérature à deux vitesses. Celle du divertissement industrialisé, et puis, hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, plutôt hélas, celle d'une littérature d'écrivains amateurs, publiée par des éditeurs amateurs, et tout ça destiné à un petit cercle, des happy few, sachant que peut-être 10-15 ans après les publications, 20 ans, 50 ans, peut-être que ça pourrait, comme Rimbaud aujourd'hui, exister un peu plus. Mais je pense qu'on est pris dans cette littérature à deux vitesses. Et puis, c'est lié aussi, je crois, à quelque chose, c'est que auparavant, les élites bourgeoises, elles se taxaient d'être cultivées. Mitterrand, De Gaulle, ils écrivaient. Aujourd'hui, les politiques, ils font écrire par des nègres des bouquins, mais uniquement dans une optique de marketing politique. C'est-à-dire que la littérature, enfin la culture, c'était une valeur partagée aussi par des élites. Maintenant, qu'on a plutôt au niveau politique, comme des entreprises, des marchands, maintenant qu'on se moque de la princesse de Clèves, voilà, je pense qu'on aura de plus en plus une littérature à deux vitesses. Donc, voilà. De moins en moins d'auteurs pourront vivre de leur plume, sauf les auteurs marketeurs qui répondent à des commandes. Justement, nous, il faut qu'on défende la littérature qui fait son petit chemin et qui est là pour le partage et puis l'humain. Oui, l'humain. Et pour moi, l'écriture, pour moi, il y a une zone de liberté qui me reste. C'est là. Et là-dessus, moi, tant pis si c'est pas lu, j'ai une trentaine de livres, mais pas chez les gros en littérature, les gros éditeurs. Je m'en fiche. Ma liberté avant tout. En écriture, je transigerai pas là-dessus. Et merci beaucoup, Mathias Lair, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, Carole.